À table, on cause cuisine. La cible est un fourgon blindé devant la Perimeter Trust à 10h précises. À ce moment-là, Baby, un gros modèle qui escalade pour un départ à 8h30. Des questions? J'ai une question, Doc. Qu'est-ce qui me dit qu'Écouterman a capté un mot de votre speech? Il écoute même pas. Baby? La cible est un fourgon blindé devant la Perimeter Trust à 10h précises. La voiture d'échange sera déjà prête, mais je dois en tirer une dans le parking longue durée de l'aéroport pour que le véhicule du braquage soit pas signalé. Faut être prêt pour un départ à 8h30. Des questions? Donc, Baby Driver. Alors moi, pour le coup, je l'ai revu pour la deuxième fois là. Ah, on s'en lasse pas. Hein. Ouais, on s'en lasse pas, parce que c'est un film qui est tellement dans le foisonnement, qui est riche de détails. Vraiment, je pense que ça mérite plusieurs visions. C'est quelque chose d'assez inépuisable. Baby Driver. Ah là là, eh oui. C'est le 5e film de Edgar Wright. Qui est quand même Wright, ouais, avec un W, ouais. W, donc V droite. Qui est vraiment brillant, enfin, il est pas très vieux, et en 5 films déjà, moi je pense qu'il s'impose comme un des meilleurs metteurs en scène. Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Le troisième c'est quoi? Scott Pilgrim, je crois, le dernier pub avant la fin du monde. Et voilà. Et enfin, Baby Driver. Ouais. Alors bon, l'histoire, hein, elle peut paraître très basique. Un chauffeur de taxi qui s'occupe de mafieux. La Cosa Nostra italienne, tu vois, ce genre C'est ça. Ouais, mais encore une fois, on est poursuivi. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on va vivre à l'heure. Et on est même précédé. C'est une histoire de musique aussi, hein, ce film-là. Une musique qui va rythmer l'univers du héros, Baby donc. Et c'est une musique qui remplit presque 90% du film aussi. Ce qui aurait pu être problématique. Et en fait, on s'y fait très vite. On est dans sa tête, on écoute ce qu'il écoute, hein, littéralement, à chaque moment du film. J'adore, véritablement. Et mets un peu plus fort la radio, s'il te plaît, parce qu'on l'entend pas. Dans ce film. Ah là là. Ah, ça... Plus fort, allez. Minoudé, voilà. et laisse ça ce volume-là. Hein. C'est un film de volume. C'est à la fois très funky, très groovy. On est plongé dans un truc très euphorisant. Enfin, moi, c'est vrai qu'on ressort du film, on a envie aussi de conduire, de chanter, de danser ce qu'on veut, mais c'est sur de la musique en tout cas. Alors, on peut pas faire tout à la fois, parce que conduire, danser... Ouais, ça devient compliqué. Oui. Vrai. Moi, ce qui me plaît vraiment avec ce réalisateur, Edgar Wright, c'est qu'il a une façon de mettre en scène qui repose intégralement sur aussi un sens du montage, du découpage, qui est pas loin de la bande dessinée, hein, quelque part. Hein. Je vois que toi aussi tu danses, hein, c'est quelque chose. Oui, parce que je conduis pas. Bon, désolé. Il a un sens comme ça du découpage qui est propre à lui. Moi, j'ai rarement vu ça, qui amène aussi de l'humour, ce sens du découpage, où d'un coup on va cutter sur quelque chose, un personnage qui semble un peu ahuri, et ça va apporter toute sa dimension comique, voilà, au film. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et en même temps, ça se chevauche jamais avec d'autres registres. Quand ça doit être plus sombre, ça s'équilibre toujours. Voilà, c'est assez irréprochable. Et le mélange des genres aussi, moi je trouve que c'est un film qui ne se perd jamais, parce qu'on est à la fois dans de la comédie romantique, voilà aussi, et c'est très référencé. Et ce côté très référencé, un peu pop culture, il y a des références, il y a Monstres et compagnie à un moment donné à la télé. C'est vrai, à la télé, oui. Voilà, il y a des choses comme ça. Je veux dire, ça prend pas le dessus en même temps, c'est très de son temps, et en même temps ça pourrait être complètement intemporel. Voilà, et ça apporte aussi une touche presque familiale pour le Monstres et compagnie, vu que c'est une histoire de famille. Ah bah oui, ça c'est toujours la grande question des films de gangsters aussi. Ça m'a un peu rappelé Nocturama, où il y a un jeu entre la musique off, donc la musique du film, la musique in, tu vois, le mixage off-in, et le personnage qui s'amuse à mimer des lèvres, encore une fois, les lèvres, le langage des lèvres, des signes, qui s'amuse à mimer la musique sans la chanter. Tu vois, il y a cette espèce de décalage sonore qui m'a beaucoup rappelé Nocturama. D'ailleurs, même dans Nocturama de Bertrand Bonello, il y avait il y avait aussi une liste de musique assez similaire, où c'est vraiment les années
années, je dirais 70-80 américaines, non? Oui, là en tout cas ça va puiser dans cet héritage. Ouais, un peu Bonnie and Clyde, Absolument, un peu Bonnie and Clyde. ouais. D'ailleurs, même il est fait référence à Bonnie and Clyde. Finalement, ça tient sur des stéréotypes, quoi. Hein. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir vu ça 100 fois, et c'est renouvelé, revitalisé encore une fois d'une façon qui me scotche, parce qu'on a l'impression devant ce film qu'on se dit on n'a jamais vu ça tellement, ou alors pas tout à fait comme ça. Hein. Il y a une sorte d'énergie totale, quoi, qui inonde le film, quoi, qui fait qu'on, voilà, c'est une nouveauté, c'est quelque chose de totalement original. C'est un film de sens, où même la musique est tactile. Je vois. Ouais, je ne trouve pas de haut-parleur dans cette voiture. Ouais, non, mais effectivement, lui a besoin. Voilà, alors son tuteur fait ce geste-là que lui-même refera vers la fin, de toucher le haut-parleur pour sentir les vibrations. C'est ça. Une mise en scène qui m'a fait même tomber le nœud papillon tellement c'est beau. Et complètement, moi il y a vraiment des scènes d'action où je me suis dit comment il arrive, c'est toujours lisible. Ça c'est ce qu'on peut d'ailleurs reprocher à certains films actuels, c'est que des fois c'est surdécoupé à un point où on ne voit plus rien. Là on ne perd jamais le cœur de l'action de vue, hein. C'est vraiment toujours lisible et dynamique. Les acteurs sont très bons, le héros assez peu connu, je crois qu'on avait pu l'entrevoir dans Divergent, la saga Divergent. Je crois que c'est Ansel Elgort, s'il me semble bien son nom. Bon, bref. Il est très bon, voilà. Il tient tout le film presque sur ses épaules. Baby, voilà. Son nom. Voilà. Ouais. Enfin, son nom presque. Je crois Pseudo, en tout cas. Miles, on l'apprend à la fin, effectivement. Ah bah oui, pour un conducteur, s'appeler Miles, ça tombe. Et va faire des Miles. Bien, hein. Bonnie, Baby, Deli. Ouais, il y a quelque chose. Débit, comme disait si bien Déborah, c'est du haut débit. C'est pas mal. Merci. Baby, Bonnie, youpi. On a quelqu'un de très... de très exalté aussi quelque part, qui essaie d'enchanter aussi par la musique son quotidien, comme il le peut, parce qu'il est toujours ramené à l'ordre par ce grand Manitou joué par Kevin Spacey en l'occurrence. Le Padrino. Très ça, le Padrino. Ce grand Manitou là qui jette comme une ombre, hein, sur sa vie, qui est là un peu à attirer... fallait pas voler la voiture du diable. C'est ça. Mais d'ailleurs, on voit que dans ces moments-là où il est plongé dans l'univers des mafieux, etc., on voit qu'il est inexpressif. Le plus possible, il s'enferme derrière son masque, quoi. C'est derrière ses lunettes noires, derrière ses écouteurs. D'ailleurs, il y a même un jeu comique à ce niveau-là. On le considère presque comme un attardé mental. Et voilà, non, c'est vraiment ça moi qui m'a plu, c'est qu'on a un héros qui est pas à faire la grise mine tout le long, tu vois, quelque chose d'un peu parce que on avait eu Drive par exemple il y a quelques années où là on avait un héros très mutique mais très violent, très tourmenté. Finalement là, on joue la carte inverse, quoi. C'est très bien fait, cette façon de mêler toujours à chaque fois qu'il fait quelque chose d'un peu répréhensible, il est toujours le bon samaritain derrière quand même, avec soit notamment une petite mamie qui vole une voiture et il lui rend quand même le sac, il prend le soin bien. Il essaye de mélanger les deux, quoi. Alors moi aussi ce qui me plaît, c'est que quelque part, même s'il a envie de s'extraire de ces méfaits-là qu'on lui dicte, qu'il est obligé d'accomplir, il y a une sorte d'ivresse chez lui. On sent quand il est au volant, même si c'est pour de mauvaises choses, mauvaises actions, il y a une forme de... c'est là où il vit quelque part, c'est une quête d'essence. Il y a même, je trouve, en allant dans cette métaphore de sens, un autre sens un peu plus flou qui est celui de l'ultime frisson. Voilà, c'est un peu cette quête aussi. Il y a un peu ce jeu là-dessus avec évidemment le braquage des voitures, les courses-poursuites, les pimpons, les points, tu vois. Je pense que le traitement du film tient en ça, la réussite du film tient en ça, c'est qu'on a un film où il y a des morts, hein, quand même, hein, parce que on nage dans un univers de la criminalité et en même temps on garde une sorte de joie comme ça, une joie dans laquelle se retranche le héros. Il n'a que ça à quoi se raccrocher, hein. C'est aussi le souvenir d'une mère qui chantait. Une mère, car les deux spots lumineux qui inondent sa vie sont la musique et la mère, sa mère. J'espère que tu apprécieras la métaphore qui est assez hollywoodienne, je crois. Bref, ce que j'aime beaucoup, c'est que donc il a perdu sa mère et son père d'ailleurs. On l'apprend assez vite lors d'un accident de voiture, alors qu'il était très jeune et que sa mère venait lui offrir des écouteurs et qu'il avait ses écouteurs. En fait, son père et sa mère se disputaient affreusement. Et c'était déjà une raison de se mettre les écouteurs pour ne pas avoir affaire aux disputes incessantes des parents. Donc tout est là, tout était déjà présent. Et sa mère était une chanteuse. Une chanteuse, je crois, dans un restaurant.
Donc voilà, c'est comme s'il y avait deux mères dans cette scène-là, à la fois celle qui se dispute et qui est en train de lui échapper parce qu'il fonce dans un camion, ouais. et à la fois la mère qui l'entend. Il y a un décalage dans les paroles. La mère de devant qui se dispute affreusement avec son père d'insulte en insulte, alors que lui, dans ses écouteurs, il y a une belle chanson qui donc doit lui rappeler la voix maternelle. Complètement. Ouais. Et régulièrement, cette scène-là le hante. Donc à chaque fois qu'il est au volant, à chaque fois qu'il écoute de la musique, mais même il y a des scènes qui m'ont semblé faire écho, notamment l'espèce de bandit là, qui a eu le mauvais goût, je trouve, au tout début et ça c'est personnel, de s'habiller avec un gilet rouge représentant une carte du roi de cœur, et le roi de cœur a été insulté, je trouve. C'est une déclinaison moderne, on peut dire ça. Ah non. Lui, le bandit, n'est pas digne de porter une telle carte. Bon, et donc ce type-là, il est tué par le héros dans des circonstances un peu similaires, sachant qu'en plus, il est à la place du père. Quelque part, oui. Et le père, n'oublions pas que lors de l'accident... dans une psychanalyse non plus qui serait pas... Mais son père battait sa mère. On voit, il y a ce que j'ai cru comprendre, hein, il y a même des scènes où... Oui, on en voit une, tout à fait. Donc, qui sait si ce n'est pas une extraordinaire métaphore du mythe d'Oedipe? Ouf. Ah ouais, non, je pense que le film ne vise pas... Oedipe c'est crever les yeux, lui c'est les oreilles. L'aveuglement est aussi dû aux lunettes de soleil dont il se part pour se masquer. Qui sait s'il n'y a pas quelques similitudes, hein? Il tombe sous le charme en fait d'une serveuse qui travaille effectivement en plus dans le restaurant où sa mère travaillait. C'est carrément mythe d'Oedipe, hein, maintenant ça va être le symbole de la mère qui... Bon, on va arrêter avec la mythologie grecque. Voilà. J'aimerais revenir sur le mythe du père. Ouf, est-ce que c'est bien utile? C'est utile parce que Kevin Spacey, bien mine de rien, il me fait penser aussi à un second père. Absolument, de substitution. Substitution. Alors à la fois le côté père, tu vois, qui défend, tu vois, qui prend la défense d'eux, qui est à l'écoute, qui donne la parole à, mais à la fois le côté du père qui oblige. Son enfant, par moment, menaçant, attention fessé, menaçant, tu vois, il y a aussi le père qui dirige la vie de son fils, que ce soit la vie affective ou la vie professionnelle. Il y a aussi cette menace, mais cette menace grise, c'est ni noir ni blanc, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Alors d'ailleurs à la fin, c'est peut-être le petit bémol que je mettrais parce que, enfin bémol, disons que ça m'a paru un peu bizarre. Disons que c'est un peu soudain son revirement. Voilà. Alors peut-être que lui-même le considère comme son fils. Donc je pense qu'à partir d'un moment, c'est... Parce qu'il se sacrifie même pour eux. Hein. Oui, complètement. Et ce qui fait que pendant une grande partie du film, on pourrait croire que c'est lui le méchant ultime. Finalement, non. Il y a un autre méchant ultime qui, à la rigueur, sans être le père, serait le grand frère du héros. Quelque part, oui, c'est vrai. Il partage sa passion pour la musique. Il a aussi eu un passé plus ou moins similaire. La musique de la ville, c'est... c'est quelque chose, hein. Tu vois, écoute-moi ce si bémol. Je sais pas si c'est un si bémol, mais c'est tellement... C'est un si bémol ? La. C'est un la. C'est un la bémol en plus. Merci chauffeur. C'est... Frère de son. Frère de son, bien sûr. Ouais, des frères de son. Oui. Même le mot est beau. Même la métaphore, tu sais, tu le tirerais d'un poème, frère de son, même ça c'est beau. Alors imagine quand c'est développé. En réutilisant en plus des codes, un langage propre au western par exemple. C'est-à-dire que même dans les cadrages. Même à la fin où les deux voitures Les yeux, oui, tout à fait. C'est ça. Le premier qui appuie sur le klaxon. Un film qui pourtant va tout allure mais soigne vraiment son écriture. Je veux dire, chaque rôle c'est écrit vraiment avec une minutie. J'encourage vraiment les gens à aller le voir, foncez. Foncez. Bref, je l'ai dit et je le répète, c'est pas parce que c'est un film de gangster que ce film est une tuerie.